Bonjour à tous. Comme d'habitude, nous allons continuer la lecture des grands contes de Suisse. Nous nous retrouvons donc pour lire ensemble les contes du canton du Valais. J'espère que vous aurez du plaisir à les découvrir. Et c'est parti. La grotte aux fées. Il y a fort longtemps, la fée Frisette fut envoyée sur Terre avec une mission bien particulière. Elle devait protéger la famille d'Ouine qui habitait un château dominant la plaine de Baie. La fée s'aménagea donc un palais non loin de là, dans la grotte de Saint-Maurice. Gracieuse et bienfaisante, elle était très appréciée dans la région. Malheureusement, la visite d'une fée mal intentionnée allait briser à jamais le cours de son destin. Turlure, tel était le nom de cette méchante fée, ou plutôt de cette sorcière, vivait au Diableret. Turlure et Frisette n'auraient jamais dû se rencontrer, mais la montagne en décida autrement. Un jour, en effet, un bruit fracassant retentit sur un versant des Diablerets. Des rochers se décrochèrent de la paroi et dévalèrent la pente, détruisant au passage le logis de Turlure, qui se retrouva sans abri. Ne sachant où aller et n'ayant jamais tissé aucune amitié, elle ne savait pas vers qui se tourner. Elle eut alors l'idée de demander l'hospitalité à la fée Frisette, dont la bonté était célébrée dans toute la contrée. Si la rumeur disait vrai, Frisette accepterait de l'héberger. Devant la mine éplorée de Turlure, Frisette n'eut pas le cœur de lui refuser l'entrée de sa demeure. Mais comme elle connaissait sa réputation, dont on disait qu'elle avait le cœur aussi laid que la figure, elle posa une condition. Elle devrait devenir meilleure et ne nuire à personne. Turlure promit et s'assagit un temps. Hélas, sa nature mauvaise reprit le dessus. Aussi, quand elle vit les deux enfants du château de Douine jouer le long du Rhône, l'ombre d'un sourire démoniaque passa sur son visage. Elle s'approcha d'eux sans bruit, prit une longue inspiration, puis bondit tel un animal sauvage et les projeta dans le fleuve afin qu'ils se noient. On entendit le bruit sourd de deux corps tombant dans l'eau et un terrible ricanement de sorcière résonna dans la vallée. Par chance, Frisette, qui se méfiait de Turlure, comprit aussitôt que quelque chose de terrible était arrivé. En un coup de baguette magique, elle fut sur la rive et quelques instants plus tard, elle sortait des eaux, les enfants apeurés et frigorifiés, mais bien vivants. Frisette, d'ordinaire si douce, laissa alors éclater sa colère et frappa la cruelle Turlure de sa baguette. Le coup fut si brutal que Turlure tomba dans le Rhône et fut engloutie par les flots. Hélas, la baguette de Frisette ne résista pas au choc et se brisa. Frisette sentit son cœur se serrer. Sa mission sur terre était terminée. Ce jour-là, elle quitta le palais de la grotte de Saint-Maurice pour rejoindre le royaume des fées. Si les fées ont disparu, la grotte est toujours à Saint-Maurice. Rebaptisée la grotte aux fées, on peut la visiter et plonger la main gauche dans l'eau de la fontaine des fées. On voit alors ses rêves les plus chers se réaliser, à condition de ne pas dévoiler son vœu et de revenir un jour remercier les nymphes de la grotte. Parole de fée. Paris, chien des neiges. C'est au cœur des Alpes suisses, dans le célèbre hospice du Grand Saint-Bernard, que des moines accueillirent les premiers représentants d'une race de chiens qui deviendrait célèbre et à laquelle ils donnèrent le nom de Saint-Bernard. Très vite, les religieux remarquèrent l'intelligence de ces chiens et découvrirent aussi qu'ils étaient de merveilleux pisteurs. Ils décidèrent donc de les dresser au sauvetage de personnes. C'est ainsi que des générations de Saint-Bernard sauvèrent d'une mort certaine de nombreuses victimes d'avalanches. Mais parmi ces chiens, il en est un qui connut un destin hors du commun. Ce chien à l'intelligence et au courage exceptionnel répondait au nom de Paris. Il fut dressé à l'hospice pour devenir
chien de secours. Mais très tôt, Paris se distingua par un flair extraordinaire et un sens de l'orientation admirable. Véritable samaritain des Alpes, il semblait en effet pressentir le danger et arrivait toujours à temps pour sauver les voyageurs surpris par une tempête ou perdus dans le brouillard traître des montagnes. Partout, les aboiements de Paris résonnaient dans la vallée. Au cours de sa vie, Paris accomplit de nombreux exploits et sauva du péril des neiges 40 personnes. Parmi elles se trouvait un jeune enfant âgé de 6 ans. Perdu dans la montagne, ce petit garçon avançait péniblement dans la tempête de neige qui lui fouettait le visage. Épuisé, il s'assit pour se reposer, mais engourdi par le froid, il n'eut pas la force de se relever. Désespéré, il pria pour qu'on lui vienne en aide. Paris, se fiant à son instinct, ressentit cet appel et quitta brusquement l'hospice. Flairant la trace de l'enfant, il courut de toutes ses forces et au bout de quelques minutes, il découvrit le petit corps qui gisait à terre. Il lui lâcha le visage et les mains pour le réanimer, car le pauvre enfant était inconscient. Peu à peu, celui-ci revint à lui, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il découvrit le regard bienveillant du Saint-Bernard. Mais Paris savait par expérience qu'il fallait faire vite. Il se mit donc à aboyer pour que l'enfant se lève et le suive. Malheureusement, le petit garçon était si faible qu'il ne pouvait plus bouger les jambes. Paris comprit que l'enfant ne pourrait pas marcher, mais il ne voulait pas le laisser seul pour aller chercher du secours. Il s'aplatit donc de tout son long contre le garçon et lui fit comprendre qu'il devait monter sur son dos. L'enfant accrocha ses mains autour du cou du chien et se hissa sur l'animal. Dès qu'il fut installé, Paris se releva doucement et rentra à l'hospice. Quand les moines aperçurent Paris arriver avec un petit garçon juché sur son dos, ils n'en crurent pas leurs yeux. Paris venait de sauver la vie d'un enfant, et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que le chien triomphant fut accueilli en héros. Oh les masques! En 1550, une révolte éclata en Valais. L'alliance avec le roi de France venait d'être renouvelée, et ce n'était pas du goût de tout le monde. La liberté des Valaisans s'en trouvait entravée, et un sentiment d'injustice laissa bientôt place à la colère. Il était hors de question de se laisser faire. Très vite, la résistance du peuple valaisan s'organisa, et c'est ainsi que le 6 janvier, à Loèche, près de 7000 insurgés s'en prirent au pouvoir en place. Les hommes étaient prêts à employer la manière forte s'il le fallait, et ils s'étaient armés de bâtons pour l'occasion. Accompagnés de porteurs de cloches, ils descendirent donc les vallées pour se rendre jusqu'à Sion, où ils espéraient bien faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts. Ils voulaient être écoutés et respectés, et pour cela, il fallait impressionner les autorités et frapper un grand coup. Leur but était qu'on parle d'eux, qu'on les voie, mais sans pour autant qu'on les reconnaisse, car bien sûr nombre d'entre eux craignaient les représailles pour leur famille notamment. Ils eurent alors l'idée de revêtir des peaux de bêtes sur leur tenue habituelle et de dissimuler leur visage derrière des masques en bois effrayants. Ce soulèvement aurait pu se terminer dans un bain de sang, mais ce ne fut pas le cas. Des sanctions furent prononcées à l'encontre des responsables de l'opposition, mais très vite la révolte fut étouffée et le calme revint dans la vallée. La plupart des insurgés rentrèrent chez eux, déçus de ne pas avoir obtenu gain de cause. Mais s'ils n'avaient pas réussi à se faire entendre cette fois, le peuple valaisan ne désespérait pas d'y arriver un jour. Et ce fut chose faite en 1790. Aujourd'hui, ce soulèvement populaire et la courageuse résistance du peuple valaisan restent dans les mémoires. Et chaque année, au carnaval, les démons que l'on appelle les Tchagatas sont là. Enveloppés dans les fourrures d'animaux, ces obscures créatures défilent derrière leurs masques grimaçants.
Chaque année, la population complice accueille avec bonheur ces créatures si délicieusement effrayantes. Le bruit assourdissant des cloches des Chagata résonne alors dans la vallée et vient se mêler aux cris et aux rires des habitants. Face à ce fracas étourdissant et à ces ombres menaçantes, l'hiver préfère ne pas s'attarder et quitte la contrée sur la pointe des pieds. La fête peut alors vraiment commencer. Vive les Chagata! Le faux monnayeur. En 1869, Joseph Samuel Farinet s'installa dans le Valais. Avec ses tenues élégantes, il avait fière allure, et comme il maniait aussi très bien le verbe, il se fit vite des amis, charmés et impressionnés par ses qualités. Mais ces gens savaient-ils à qui ils avaient affaire, car sous ses airs de séducteur et de beau parleur se cachait un homme qui, en secret, fabriquait de fausses pièces de monnaie. C'est ainsi que dans la région, les pièces de 20 centimes se multiplièrent comme des petits pains. Les autorités menèrent une enquête et le faux monnayeur fut vite démasqué et emprisonné. Mais loin de se réjouir de son emprisonnement, la population en voulut aux autorités. Pourquoi avoir arrêté cet homme si gentil? Bien sûr, il fabriquait de l'argent, mais n'était-ce pas pour le redonner aux faibles et aux opprimés? C'était un faux monnayeur, d'accord, mais un faux monnayeur au grand cœur qui ne supportait pas de voir les petites gens dans le malheur. Et rapidement, Farinet passa du statut de coupable à celui de victime. Très vite, on l'encensa, faisant de lui un véritable Robin des Bois valaisan. Au fond de sa prison, Farinet n'avait qu'une idée en tête, prendre la poudre d'escampette, et c'est d'ailleurs ce qu'il fit. Un beau jour, en effet, Farinet s'échappa. Très vite, la police donna l'alerte et d'importants moyens furent mis à disposition pour retrouver le fugitif. Mais en dépit de tous les efforts déployés, Farinet était introuvable. La population valaisanne, elle, resta muette. Et quand les gendarmes posèrent des questions, les gens s'en mêlèrent dans leurs explications. Les réponses se firent discrètes et les regards plutôt fuyants. Les Valaisans avaient définitivement choisi leur camp. Ils voyaient dans ce Farinet un farouche défenseur de la cause des pauvres, l'ennemi juré des riches. Et de ce fait, ils n'avaient guère de mal à se cacher au sein de la population. Mais plus les jours passaient, plus les taux se resserraient. Les autorités le traquaient et entendaient bien le retrouver, mort ou vif. Et un jour, les gendarmes le découvrirent au fond d'un précipice. Une chose est sûre, désormais, il ne fabriquerait plus de fausses monnaies. Mais qui était-il vraiment? Est-ce qu'on le saurait un jour? Aujourd'hui encore, Farinet compte un cercle d'admirateurs qui entretiennent ce mythe du Robin des Bois montagnards. Il semblerait pourtant que le faux monnayeur ait été assez manipulateur et même peu scrupuleux. Sa générosité envers les pauvres n'aurait d'ailleurs jamais été véritablement démontrée. Alors qui se cachait derrière Farinet? Un simple faux monnayeur, un héros au grand cœur, un vrai brigand, un faux gentil. Quoi qu'il en soit, ce dernier aura marqué les esprits à sa manière et fait désormais partie des personnages légendaires. Le rite protecteur de Grimentz. Il y a très longtemps, au XIVe siècle, la peste s'abattit sur l'Europe. Cette maladie très contagieuse se propageait de pays en pays et de ville en ville. En 1348, le petit village de Grimentz fut atteint par ce terrible fléau. La peste frappait dans les maisons, tuant de plus en plus d'habitants. Pourtant, non loin de là, 3 sœurs résistaient à la maladie. Elles gardaient leur bétail un peu plus haut dans la montagne et habitaient une petite cabane sans grand confort. Les 3 sœurs s'entendaient bien. Elles passaient leur temps à discuter, à rire, et ne voyaient pas les jours s'écouler. Elles s'occupaient aussi de leurs bêtes.
Mais comme il faisait très froid, les chèvres et le bouc ne sortaient presque pas. Ils préféraient rester au chaud dans l'écurie située au rez-de-chaussée de la cabane. À cause de la présence des animaux, l'air de la cabane n'était pas toujours très respirable. Si des jeunes filles coquettes étaient passées par là, elles auraient sûrement poussé des cris d'horreur en reniflant la mauvaise odeur. Mais les 3 sœurs n'étaient pas du genre à se passer le nez face à une chèvre ou un vieux bouc. Et c'est certainement ce qui les sauva. On dit en effet que l'odeur était si forte qu'elle tua le microbe, protégeant ainsi les 3 sœurs de la peste. Après quelques mois, les demoiselles redescendirent au village et découvrirent les ravages causés par la terrible maladie. Hommes et femmes avaient péri. Terrifiées, les sœurs appelèrent. « Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Répondez-nous. »« Nous sommes là, » murmurèrent de toutes petites voix. Les 3 sœurs aperçurent alors un groupe d'enfants apeurés et affamés. Ils avaient été épargnés par la maladie, mais ils étaient très amaigris. « Pauvres enfants, s'exclamait-elle, nous allons nous occuper de vous. » Les sœurs souriaient face à ces petits visages qui les observaient, le cœur plein d'espoir. Pour commencer, elles donnèrent à chacun une belle part de fromage d'alpage. Comme cela faisait du bien de les voir le ventre plein. Ces orphelins ont assez souffert, se dirent les sœurs. Elles leur firent donc une promesse. Elles s'occuperaient d'eux comme s'ils étaient leurs propres enfants et ils n'auraient plus jamais faim. Peu à peu, la vie reprit à Grimentz. On se remit à rire, à danser, à chanter, mais personne n'oublia ce fromage plein de promesses. Pour ces enfants, ces quelques petites bouchées avaient eu le goût de l'espoir. Oui, la vie pouvait être belle, et ils allaient la croquer à pleines dents. Depuis lors, chaque 17 janvier, les habitants de Grimentz se rassemblent. Le fromage des 3 sœurs épargnées par la peste est devenu un symbole et on lui prête de nombreuses vertus. Il protégerait quiconque en mangerait contre les maladies et les catastrophes. En souvenir des sœurs, le rite protecteur appelé le Boconnet a été instauré et chaque année à cette date, on distribue une tranche de fromage d'alpage à tous les enfants du village. Terborance. Surplombant la vallée de Terborance, une éminence rocheuse en forme de tour s'élève dans le ciel. Si on la connaît aujourd'hui comme la tour Saint-Martin, elle ne s'est pourtant pas toujours appelée ainsi. Autrefois, quand les gens du pays parlaient de ce rocher, ils le faisaient tout bas, sans oser tourner le regard dans sa direction. « C'est la quille du diable » chuchotait-il en désignant d'un doigt tremblant le bloc de pierre. Mais qu'avait donc fait ce rocher pour semer la terreur parmi les montagnards valaisans, pourtant réputés si vaillants? C'est une longue histoire. Jadis s'étendait en lieu et place de ce rocher un immense alpage où poussaient fleurs et plantes en grande quantité, tantôt dorées par le soleil, tantôt vivifiées par un petit vent frais. Cet endroit faisait la fierté de son propriétaire, mais cet homme aimait tellement son alpage qu'il voulait le garder pour lui tout seul. Personne ne devait marcher sur ces terres. « Il est interdit de passer ici, cet alpage est à moi, rien qu'à moi, » répéta-t-il. Personne n'osait le contredire, et on laissait cet homme à sa solitude. Un jour pourtant, une mendiante se présenta à lui. « Quel bel alpage ! Je passais par là, et je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour me reposer un peu. J'ai beaucoup marché, et je me sens si fatiguée, déclara-t-elle. Mais ni le sourire ni la fatigue de la pauvre femme ne touchèrent le cœur de l'homme, à croire qu'il n'en avait pas. Passez votre chemin, cet alpage est le mien, c'est mon herbe, c'est ma terre, tout est à moi, rien qu'à moi, hurla l'homme. La mendiante s'enfuit et l'homme se sentit soulagé, mais pas pour longtemps. Ce qu'il ignorait, c'est que cette mendiante était en réalité une fée. Il l'avait chassée et il allait maintenant le regretter. Cette nuit-là,
là, un terrible orage éclata, puis de violentes bourrasques se mirent à souffler, détruisant tout sur leur passage. Des petites pierres, bientôt suivies par d'énormes blocs de rochers, dévalèrent la pente dans un fracas épouvantable. Cela dura des heures et des heures. Au petit matin, quand le soleil se leva, il ne trouva pas un brin de paille à réchauffer, ni une fleur à faire éclore. L'alpage avait entièrement disparu, tout comme son propriétaire emporté par la tempête. À la place de la verdure, un gros rocher avait été planté au milieu de blocs de pierre, pour le plus grand plaisir des diablotins. L'endroit est en effet devenu leur terrain de jeu préféré. Toutes les nuits, ils s'amusent désormais à lancer des pierres rondes dans la vallée pour essayer de faire tomber le gros rocher qui s'est formé et qui ressemble à une quille. Les éboulements réguliers qui secouent l'alpage ne sont que le résultat de leur partie de quilles endiablées. Si les soirs de nuit noire vous levez les yeux vers le sommet, vous pourrez peut-être apercevoir des petites lumières. Ce sont les diablotins qui s'éclairent pour jouer à la quille du diable. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine. D'ici là,